Bonjour à tous, bienvenue. Cindy Lemaître, je suis chargée de mission à l'ARACT Hauts-de-France et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire consacré au secteur de l'aide à domicile, co-organisé avec l'ADRETS Hauts-de-France. Alors, deux petites indications purement techniques pour démarrer ce webinaire. Vous trouvez en bas à droite de votre écran plusieurs onglets. Un onglet chat, si certains d'entre vous rencontrent des soucis techniques, exprimez-les et nous essayerons de vous aider. Un onglet questions pour partager à tout moment vos remarques, vos questions. Elles seront regroupées à des temps pour laisser à nos intervenants la possibilité de vous répondre. Et vous avez un onglet sondage que nous utiliserons aussi à un moment donné. Alors, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à la qualité de vie et des conditions de travail dans l'aide à domicile. Une journée qui devait se tenir en décembre dernier, qui a dû malheureusement, voilà, compte tenu du contexte, être reportée et qui se tient aujourd'hui 100% en distanciel avec 3 webinaires ce matin, dont l'objectif est de partager des repères, des expériences, des initiatives à partir de témoignages de structures et d'acteurs relais du secteur et de définir, de construire cet après-midi dans des ateliers des pistes de travail pour demain. Nous vous proposons dans ce deuxième webinaire de la matinée un temps d'échange autour d'un levier qui est particulièrement regardé en ce moment dans le secteur, celui de l'innovation organisationnelle et managériale. Et cette journée donnera lieu à la diffusion d'un support qui sera partagé à l'ensemble des participants, une publication que nous vous enverrons. Alors, avant de laisser la parole à l'adresse pour quelques mots d'introduction de cette séquence, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'ARACT, nous sommes une structure associative paritaire. Notre mission est de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Et deuxième mission, celle de concevoir, de développer et de diffuser des méthodes et des outils pour concilier qualité de vie au travail et performance. Nous faisons partie d'un réseau national avec un établissement public qui est sous tutelle du ministère en charge du travail et d'un réseau de 16 associations. Je passe maintenant la parole à Cécile Delemotte, qui est adjointe à la responsable du pôle travail de la DRETS Hauts-de-France, pour quelques mots d'introduction. Bonjour Cécile. Oui, bonjour Cindy, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, au nom du directeur de la DRETS, je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour ce webinaire qui est consacré au service d'aide à domicile. Donc, l'accompagnement du développement du secteur des services à la personne constitue une priorité pour les services de l'État. Les métiers de l'aide et du soin jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre société puisqu'ils accompagnent la transition démographique avec le vieillissement de la population, le développement des pathologies et des handicaps qui sont liés à l'allongement de la vie, puis aussi un taux d'activité des femmes qui est en constante évolution et la recherche d'une conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. La crise sanitaire l'atteste également, puisque ces métiers ont joué et continuent de jouer d'ailleurs un rôle déterminant. Ils ont été et sont en première ligne pour accompagner les personnes fragiles. Alors, ce secteur représente 5% de l'emploi régional et bénéficie d'un fort potentiel de développement. Et il compte d'ailleurs parmi les principaux gisements d'emploi qui ne sont pas délocalisables. Il reste cependant encore trop peu attractif avec des conditions de travail souvent difficiles. Il fait d'ailleurs partie des secteurs en sursinistralité dans notre région, notamment au regard des accidents du travail. Ce secteur a été ciblé comme secteur prioritaire par les acteurs régionaux de la prévention dans le cadre du plan régional santé-travail. Depuis plusieurs années, des actions visent à promouvoir et à rendre attractif ce secteur, à professionnaliser les structures, à accompagner l'innovation, à prévenir les risques professionnels, en accompagnant les nouvelles dynamiques qui sont mises en œuvre par les structures. Alors, toutes ces actions ont été menées
dans les structures avec l'ensemble des parties prenantes, à la fois la direction, mais aussi l'encadrement, les équipes de terrain et les partenaires sociaux. Elles ont été menées avec le concours de nombreux intervenants que nous entendrons tout au long de cette journée, à la fois les services de santé au travail, bien sûr l'ARACT, la CARSAT et les partenaires institutionnels. Donc, toutes ces actions reposent sur une approche renouvelée de la santé au travail qui fait de la préservation de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail un levier pour l'amélioration de la qualité de service. À partir des retours d'expérience, des échanges et des propositions qui seront faites tout au long de cette journée, nous pourrons envisager des perspectives d'action pour le futur plan régional santé-travail qui est en cours d'élaboration avec les acteurs régionaux de la prévention. Donc, merci d'avance aux intervenants. Je vous souhaite de bons travaux tout au long de cette journée. Merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction. Alors, avant d'accueillir et de présenter nos intervenants, nous vous proposons un petit sondage pour connaître le profil des participants à ce webinaire. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le petit onglet en bas à droite de votre écran et de préciser votre fonction. Alors, si voilà, vous êtes un dirigeant, encadrant d'une structure, un représentant du personnel ou un salarié d'une structure, un acteur de type relais, fédération d'employeurs, syndicat de salariés, emploi-formation, du monde économique ou de la santé au travail, ou encore un acteur voilà, d'une collectivité locale, d'une administration publique, un consultant ou voilà, la catégorie des personnes que nous n'arrivons pas à classer là ce matin. Alors, nous vous laissons quelques secondes pour répondre. Et nous voyons voilà, s'afficher les réponses. Donc, à ce webinaire, donc 50 personnes ont voté. Un tiers sont des encadrants et dirigeants de structures, un tiers des acteurs relais de ces structures, 18% d'acteurs institutionnels, bon, 10% d'autres, voilà, donc dont on ne saura pas bien voilà, qui ils sont, et 8% de représentants du personnel et 2% de consultants. Alors, sans plus attendre, nous accueillons pour partager avec nous leurs travaux ce matin et leurs initiatives pendant ce temps d'échange, Maxime Campa, qui est ingénieur conseil à la CARSAT Hauts-de-France, Émilie Levasseur, qui est conseillère en prévention dans un service de santé au travail de l'Aisne et de l'Oise, Pressoa, Marie Gérard, qui est responsable de pôle à la direction de l'autonomie du département du Nord, Marjorie Lefebvre, qui est dirigeante et fondatrice de la structure Canopée, et Laurence Samin, qui est ergonome au service de santé au travail de l'Aisne et de l'Oise, donc près SOA. Pour animer ce temps d'échange, Perrine Anicotte Zitouni, ma collègue, chargée de mission à l'ARACT, et moi-même. Pour démarrer, je vais passer la parole à Maxime Campa. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Voilà. Donc, vous êtes ingénieur conseil à la CARSAT des Hauts-de-France et l'une des missions de la CARSAT en tant qu'assureur social des risques professionnels, c'est d'accompagner les entreprises à déployer des actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Alors, dans le cadre du plan régional santé au travail, le dernier, le 3, vous avez mené avec d'autres préventeurs, avec d'autres services de santé au travail, mais aussi avec des structures, vous avez mené une expérimentation et vous avez fait un certain nombre de constats sur les données de la sinistralité dans notre région. Alors, je vais demander à ma collègue de remettre voilà, le diaporama, parce que vous avez quelques données à nous expliquer. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, il faut préciser que ce secteur d'activité est l'un des plus dynamiques de l'économie. Il fait partie des secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois. Et d'ailleurs, les créations de postes devraient s'y poursuivre dans les années
à venir, hein, notamment du fait à la fois de l'allongement de l'espérance de vie et aussi du renforcement du maintien à domicile. Mais c'est aussi un des secteurs d'activité affichant un niveau de risque professionnel relativement élevé, tant pour les accidents du travail que pour les maladies professionnelles. Ce constat s'explique notamment par les fortes expositions des salariés à des contraintes physiques, posturales et articulaires notamment, et aussi cumulées à des difficultés organisationnelles comme les horaires atypiques, pour n'en citer qu'un exemple. Donc les accidents du travail ont le plus souvent lieu lors de manutention manuelle, hein, même si les accidents routiers et les chutes de hauteur demeurent également un niveau de risque important. Et les maladies reconnues d'ordre professionnel, elles, sont quant à elles presque exclusivement des troubles musculo-squelettiques, hein, des TMS, principalement localisés au niveau des poignets, des mains et des doigts. J'ai un petit souci technique dans mes slides. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, tous ces accidents de travail, ces maladies professionnelles ont des conséquences lourdes, hein, pour la santé des salariés. On constate des arrêts de travail qui sont plus longs, hein, en moyenne dans ce secteur, et dont la durée d'ailleurs ne cesse de s'allonger. Et c'est illustré également par le taux de gravité, hein. On observe dans ce secteur un taux de gravité 4 fois supérieur à la moyenne de l'ensemble des secteurs d'activité. Autre conséquence, on observe des inaptitudes au poste et des incapacités permanentes, hein, qui sont également plus fréquentes en moyenne que dans les autres secteurs d'activité tout confondus. Et d'ailleurs, ces incapacités permanentes, par exemple, sont 2 fois plus fréquentes que dans l'ensemble des secteurs d'activité. Ces conséquences pour les salariés ont aussi des impacts forts, hein, sur les structures et notamment sur la pérennité de leurs activités. Le risque professionnel pèse lourd dans leur soutenabilité économique, avec un coût des accidents de travail et des maladies professionnelles, un coût AT-MP relativement important, plus de 11 millions d'euros en 2018, coût qui n'a d'ailleurs fait que croître, hein, depuis une dizaine d'années. On observe plus 80% entre 2011 et 2018. Ce qui représente, rapporté à l'effectif salarié, un coût du risque professionnel de 641 € par an et par salarié. Et là, en fait, on ne parle que des coûts directs, hein, puisque le coût des AT-MP, des accidents de travail et des maladies professionnelles, et à ces coûts directs viennent généralement s'ajouter ce qu'on appelle les coûts indirects, hein, comme l'absentéisme, le turnover, l'attractivité du métier ou encore l'image de marque. Et ces coûts indirects peuvent représenter jusqu'à 4 fois les coûts directs. Donc voilà, tous ces éléments en termes de statistiques de sinistralité permettent d'illustrer le lien fort et étroit qui existe entre la santé-sécurité des salariés d'un côté et la performance globale et la pérennité des activités des structures de l'autre. Merci, Maxime. Alors, dans l'expérimentation que vous avez menée, un travail de terrain a également été conduit auprès des structures. Et pour l'évoquer, nous accueillons Émilie Levasseur. Bonjour Émilie. Bonjour, bonjour à tous. Alors, donc vous êtes conseillère en prévention au sein du service de santé au travail, au sein d'un service de santé au travail, pardon, dont la mission est de conseiller et accompagner les entreprises en prévention des risques professionnels. Alors, quelle forme cette problématique de santé au travail prend-elle sur le terrain ? Alors, à l'échelle des structures, on a pu faire, nous, plusieurs constats. D'une part, sur les difficultés, notamment liées au rythme de travail et à l'organisation des tournées, donc avec toute la complexité de gestion des plannings et des horaires de travail, de l'articulation entre vie privée, vie professionnelle, entre le rythme de travail des bénéficiaires et le rythme de travail des intervenants et le rythme des bénéficiaires auxquels il faut s'adapter. Ce qui a souvent pour conséquence de conduire à des amplitudes horaires importantes ou des horaires de travail qui vont être irrégulières ou fractionnées.
Donc, ça a été évoqué lors du premier webinaire pour ceux qui sont avec nous depuis ce matin. Mais voilà, ça c'est un des premiers points. Au cours de nos travaux, on a également pu étudier les contraintes physiques et physiologiques qui sont extrêmement importantes dans cette activité. Avec des manipulations à risque sans forcément toujours avoir une formation adaptée par rapport à ces manipulations, avec des contraintes posturales importantes, souvent liées à une adaptation par rapport à l'environnement de travail, qui n'est tout simplement les locaux des bénéficiaires, et donc qui n'est pas forcément toujours adapté à l'activité. On a également pu constater un écart entre le travail prescrit et le travail réel. Faut se rappeler qu'on travaille avec de l'humain dans ce secteur, donc forcément, il faut savoir s'adapter. Et on a également mené des observations et des mesures qui ont montré un coût cardiaque élevé. Au cours de l'activité, et notamment qui va être de plus en plus important avec le niveau, par rapport au niveau de dépendance du bénéficiaire, et en fonction également des contraintes de l'environnement de travail. On a également mené plusieurs enquêtes. Par exemple, il y a des questionnaires anonymes qui ont été distribués et qui ont fait ressortir des choses intéressantes. Donc, par exemple, sur 239 salariés interrogés, sur une échelle de 1 à 10, on a étudié le stress au travail et on a pu noter qu'environ 50% des répondants ont un niveau de stress qui est supérieur à 5. Donc, on est quand même sur une population, et même lorsqu'on discute avec les professionnels, qui se sentent réellement stressés dans leur activité professionnelle et dans l'exécution du travail. On a également 78% des répondants qui soulignent un manque de reconnaissance dans leur travail. Donc, c'est également un des points qui a pu être relevé. Et enfin, le dernier point que je peux également évoquer, c'est au niveau des douleurs ressenties. Donc, on a pu étudier et voir que déjà la majorité des répondants ressentaient des douleurs. On a très peu de personnes qui ont répondu ne pas du tout ressentir de douleurs dans leur activité. 50% de ces douleurs sont situées au niveau du dos, donc dans la région du tronc ou la région lombaire. 23% au niveau des membres supérieurs, donc tout ce qui va être au niveau des épaules, des coudes, des poignets et mains, et 13% au niveau des membres inférieurs. Alors, vos travaux ont aussi fait émerger un certain nombre de leviers, des leviers pour agir. Pourriez-vous nous préciser quels étaient ces leviers ? Oui, alors parmi effectivement les leviers d'action qu'on a pu faire ressortir, d'une part, l'organisation du travail, qui est un des leviers principaux et qui fait l'objet du webinaire de ce matin. Donc, il faut repenser les plannings en intégrant la notion de travail en équipe pour faciliter les régulations et la coopération. Planifier les tournées également de façon à faciliter l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, parce qu'avec des amplitudes horaires importantes, avec un travail qui est haché, c'est extrêmement compliqué pour ces professionnels de pouvoir aussi avoir une vie privée, une vie qui concorde avec leur vie professionnelle. Ça peut passer par le groupement également, l'équipe de tournée, pour renforcer l'esprit d'équipe et aussi le sentiment d'appartenance à un groupe, puisqu'on est sur un métier où on a beaucoup un sentiment d'isolement des personnes, des professionnels, puisqu'ils sont tout seuls toute la journée à effectuer leur tournée. Donc, renforcer également cette appartenance à un groupe, ça permet également de faciliter par la suite les régulations. Un autre levier, c'est également le renforcement de la communication. Il faut réussir à développer les échanges, les espaces de partage. Donc, avec ce que je viens de dire, le fait que ce soit un métier où on est assez isolé, le fait de pouvoir créer des temps d'échange, c'est extrêmement important
Et ça doit permettre de rendre tout le monde acteur et penseur de son activité, ce qui permet derrière le développement de nouvelles dynamiques, d'initiatives, et qui permet de construire finalement des collectifs métiers pour favoriser les mécanismes d'entraide et de régulation, et ainsi préserver la santé de ces professionnels. Enfin, je terminerai avec un des derniers leviers et un des plus importants, qui est la formation, tant sur les aspects techniques, donc que ce soit par exemple sur les manipulations, sur les transferts, du rehaussement lit, etc., mais également la formation sur la prise en charge des pathologies et des publics. Le but de cette formation, ça va être de construire finalement des gestes de soins pour permettre de bien traiter le soigné et de préserver la santé du professionnel intervenant. Voilà, en quelques minutes, un petit résumé assez condensé. C'est parfait, c'est vrai qu'on est très contraint par le temps ce matin et on s'en excuse. Merci Émilie et merci Maxime pour ces 2 premiers témoignages. Restez avec nous pour la partie questions qu'on ouvrira quand l'ensemble des témoignages seront passés. Pour écouter une initiative en particulier dans le Nord, je vais passer la parole à Perrine, ma collègue, qui est avec Marie Gérard. Merci Cindy. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Marie. Donc effectivement, on va échanger maintenant sur pour rebondir sur les leviers qu'a pu citer Émilie à l'instant, échanger sur un appel à projet, des appels à projet d'ailleurs qui ont été portés par le département du Nord autour des transformations organisationnelles et de la qualité de vie au travail. Et Marie, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces appels à projet, sur ces initiatives qui ont été portées par le département. On ne vous entend pas. Je pense que c'est bon là. C'est parfait, merci. Ouais. Bonjour à tous, donc merci de votre invitation et merci de nous accueillir et de pouvoir partager avec vous les initiatives mises en place par le département du Nord sur le soutien et la modernisation des services d'aide à domicile. Donc dans la poursuite des échanges que vous avez aujourd'hui, en effet, 2 appels à projets phares qu'on a menés. Le premier sur la qualité de vie au travail et le second sur les transformations organisationnelles. Je vais vous parler rapidement du premier sur la qualité de vie au travail. On a mobilisé un peu moins de 600 000 euros l'année dernière sur 2 ans, donc, où on s'est adressé à l'ensemble du secteur sur les SAD. On avait fait volontairement un appel à projet qui était assez ouvert pour permettre l'innovation au niveau des SAD et que ça corresponde vraiment à leurs besoins. Donc, suite à ça, on a 14 SAD qui ont été soutenus à ce titre et on a financé des choses assez diverses. On a financé des temps d'ergothérapeutes qui accompagnent sur la mise en place des plans et des auxiliaires de vie à domicile. On a financé aussi, par exemple, des kits maintien à domicile avec des draps de glisse, de la formation pour ça. Ça peut passer aussi par des chaussures adaptées, tout le matériel adapté pour faciliter l'intervention des auxiliaires de vie à domicile. Et on a aussi des initiatives où on a financé, alors ça a été un peu compliqué pour eux, je pense, avec le Covid, mais on a quand même financé des séances de stretching, de sport, de sophrologie dans certains SAD. Donc ça, c'est sur la qualité de vie au travail. Donc première action. Je dirais quand même qu'on a fait aussi sans passer par un appel à projet. On a permis aussi au SAD, depuis cette année, c'était prévu depuis un moment, mais avec le Covid, on ne l'a pas mis en place tout de suite. On a permis à l'ensemble du secteur de pouvoir accéder à un soutien psychologique individuel ou collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le département a passé un marché public avec des structures professionnelles qui permet d'offrir à tous les salariés des SAD
3 à 5 séances de soutien psychologique, donc une rencontre avec un psychologue qui peut se faire de façon totalement indépendante, soit c'est libre choix, soit elles informent leur employeur ou pas, mais en tout cas, nous, on prend en charge la prestation pour les auxiliaires de vie. Et on prend aussi en charge ces temps en collectif sur des groupes d'analyse de pratique. Donc ça, c'est une innovation de cette année et voilà, sur lequel on l'a lancé là récemment et les SAD peuvent s'en saisir d'ores et déjà. Et ensuite, venir sur vraiment l'action phare qui est le soutien aux équipes autonomes et le soutien à la transformation organisationnelle sur lesquels on a mobilisé 1 million, là on remobilise 1 million, on a mobilisé 2 millions d'euros donc pour 11 SAD lauréats qui se sont engagés dans une transformation organisationnelle. À terme, ces 11 SAD, ça doit toucher 2000 salariés du secteur. Et aujourd'hui, on a à peu près déjà 1000 salariés qui fonctionnent grâce à cet appel à projet en format équipe autonome. Voilà sur les premiers chiffres et un peu le cadrage de la démarche. Sachant que l'ensemble de ces actions sont soutenues à 60% par la CNSA, ont été négociées au niveau national. Par la CNSA, on a été soutenu dans ce projet. C'est ce qui nous a permis de le déployer à grande échelle sur le département du Nord. Merci Marie. Alors, on voit bien que vous cherchez à agir sur différents leviers, différents registres, pour faire le lien aussi avec les questions de prévention qui ont été citées tout à l'heure, différents niveaux aussi de prévention. Pour revenir plus spécifiquement sur les transformations organisationnelles, pour vous, quels sont, alors au regard de ce qui a déjà été financé, des avancées des structures, quels sont les facteurs de réussite et quels sont aussi les écueils de ces transformations organisationnelles? Qu'est-ce que vous avez pu noter pour l'instant sur ce registre-là? Alors, sur les facteurs de réussite, ça va être de 2 ordres. Je vais venir en premier au niveau des structures et après, nous, côté organisation et ce qu'on a proposé. Au niveau des structures, il va sans dire qu'un des facteurs de réussite, c'est l'implication dès la genèse du projet des auxiliaires de vie. C'est-à-dire que si on l'a vu vraiment clairement au niveau des services, si on a quelque chose qui est trop descendant, qui est vraiment pensé en chambre par la direction, les comités de direction, si c'est uniquement le vœu de la direction et si ce n'est pas quelque chose où dès le départ les auxiliaires de vie sont impliqués, même dans la conception, c'est quelque chose qui va être compliqué à mettre en œuvre. Après, le pendant aussi, c'est au-delà de ça, il faut aussi un portage de la direction. Donc, il faut ce juste équilibre entre l'implication des auxiliaires de vie, mais aussi un partage de la direction, c'est-à-dire que ce soit vraiment une volonté qui soit menée, que ça corresponde aussi de plus en plus. Les SAD vont dessus sur un peu l'image de marque employeur et que vraiment ce soit porté au plus haut niveau. Donc, ça, c'est vraiment un facteur de réussite. Après, il y a un deuxième facteur de réussite qui est assez simple, c'est aussi de mettre en adéquation les besoins et les moyens. Donc ça, c'est vraiment nous, département du Nord, ce qu'on a défendu auprès de la CNSA, c'est de se dire cette transformation organisationnelle a besoin d'être accompagnée, alors avec des experts, mais ça veut dire aussi avec des moyens financiers. Nous, nos moyens financiers, on les a calibrés. C'est une volonté et on s'est vraiment battu pour maintenir ça à un coût estimé à 1 250 € par salarié. Donc ça implique quoi? Ça veut dire aussi que derrière, un des facteurs de réussite pour nous, c'est de la formation par des professionnels experts qui ont aussi expérimenté ces transformations organisationnelles. Donc, de la formation aussi bien pour les auxiliaires de vie, mais aussi pour les responsables administratifs qui changent de poste, qui deviennent coach, qui changent de fonction. Et aussi, et ça, je veux vraiment insister là-dessus, sur des temps collectifs. Il faut qu'on trouve un moyen, absolument à un moment, de mettre en place des temps collectifs de concertation. En général, on est sur 1 fois par semaine pour les équipes qui fonctionnent en équipe autonome. Ces temps-là sont nécessaires et sont un facteur de réussite indispensable au regard de ce qu'on a pu voir sur différents services qui avaient mis en place des transformations organisationnelles sur le modèle équipe autonome.
ces temps de concertation entre l'équipe sont indispensables et doivent être financés. Et nous, on a réussi à les faire financer au moins sur du partage d'expérience. Voilà, côté structure, à mon avis, les premiers facteurs de réussite. Et ensuite, là, nous, on est allé plus loin au niveau du département et avec le recul, je pense que c'est une très bonne idée, c'est qu'on a mis en place aussi une instance qui permet de faire du partage d'expérience. Puisque il faut vraiment que c'est un dynamisme, on a souhaité vraiment insuffler un dynamisme, où on pense qu'à la fin de nos appels à projets, on va toucher à peu près la moitié du secteur. C'est un dynamisme qui se met en place sur la confiance, sur le partage d'expérience, sur ce qui fonctionne moins bien, les écueils, et sortir un peu d'une approche concurrentielle. Et par rapport à ça, nous, on a mis en place et on a financé un prestataire qui accompagne l'ensemble des directeurs des SAD et l'ensemble des SAD impliqués dans la démarche, mais qui est ouvert aussi à d'autres. Un accompagnement collectif donc des directeurs de SAD qui sont intéressés et engagés dans la démarche de transformation organisationnelle. Donc cette instance, c'est un groupe qui est assez souple dans sa manière de se réunir, dans la manière de se voir. C'est vraiment impulser cette dynamique collective de partage d'expérience. Donc ça, au niveau supra, je pense que c'est vraiment un des facteurs de réussite, le partage d'expérience et des écueils, ce qui fonctionne moins bien. Merci Marie, vous nous avez annoncé au début de votre intervention donc le fait qu'il y ait eu un appel à projet renouvelé. Oui. Est-ce que, alors c'est peut-être pas tout à fait le temps du bilan, même pour le premier appel à projet, mais est-ce qu'on peut déjà dessiner les grandes lignes du bilan de cette mobilisation de ces fonds au service des structures ? Alors, en effet, on a nos 11 premiers SAD qui ont démarré leur transformation organisationnelle. Bon, après, il n'y a pas que. Nous, on en a financé une par le département, mais il y a d'autres structures aussi qui sont lancées dans des aventures d'innovation organisationnelle. Sur les premiers bilans, alors le bilan n'est pas fini parce que on pourra dire aussi, je ne l'ai pas dit en critère de réussite, c'est aussi le temps. Il faut permettre aux personnes de s'approprier la nouvelle démarche et de le mettre en place. Donc ça prend du temps. Donc je n'aurais pas la prétention de tirer un bilan après une année de mise en place, mais voilà, aujourd'hui, on a 1000 salariés qui fonctionnent en équipe autonome. Je dirais, le premier retour qu'on va avoir, c'est la satisfaction client. C'est-à-dire ça, c'est sûr. On a des SAD qui ont fait des questionnaires de satisfaction et qui nous en ont fait part. Le premier retour, c'est la satisfaction client sur la prestation. On a vraiment des usagers qui sont contents, qui disent que voir passer 15 personnes dans la journée, ça c'est fini, et que les équipes autonomes permettent vraiment de modifier ça. Ça réduit le nombre d'intervenants à la maison, des intervenants avec lesquels ils ont l'habitude, avec lesquels ils ont plus de temps, et en tout cas une intervention qui est plus efficiente. On a aussi des usagers ou des auxiliaires de vie pour lesquels ça a été compliqué parce que quand vous vous mettez en équipe autonome, ça veut dire que vous regroupez par quartier et par proximité. Ça veut dire aussi que vous pouvez changer d'auxiliaire de vie. Certains avaient l'habitude d'avoir une référente qui venait régulièrement, ils ont dû changer. Donc ça peut être un des écueils. Ensuite, au niveau de la satisfaction aussi qu'on a pu voir côté SAD, c'est le turnover. On a vraiment une réduction du turnover. On a par exemple un SAD qui nous fait état d'une stabilisation du turnover depuis la mise en place des équipes autonomes autour de 12%. Quand on regarde au niveau du secteur, c'est plutôt un chiffre qui est satisfaisant. On ne va pas non plus vendre zéro turnover, zéro absentéisme, mais on a au moins une stabilisation et ça permet quand même de maintenir les équipes en place. On a une satisfaction. Alors ça, on a des verbatim, ça c'est énorme, des auxiliaires de vie qui disent qu'ils ont eu vraiment leur vie globale au travail et à la maison transformée grâce à ces nouveaux modèles organisationnels. Et Et après, ça c'est assez simple aussi, c'est des baisses au niveau des frais de déplacement. Les frais de déplacement ont baissé puisqu'elles travaillent sur un secteur regroupé. Donc voilà les premières tendances, et ces premières tendances nous ont permis de tirer un premier bilan positif, et on renouvelle
donc le soutien au SAD à hauteur de 1 million. Donc là, on a eu notre appel à projet qui s'est clôturé il y a quelques semaines et on est en train d'étudier les SAD candidats pour se lancer dans cette aventure avec une enveloppe mobilisée de 1 million avec un cofinancement de la CNSA autour de 60%. Merci beaucoup, Marie. Alors, vous avez raison, les questions de temporalité, elles sont importantes et d'ailleurs, elles reviennent, on y reviendra, hein, je pense, parce qu'elles reviennent dans les questions des participants sur cette temporalité. C'est pas évident de mesurer les effets sur une année, en tout cas concernant le premier appel à projet. Et on va revenir aussi, merci beaucoup, Marie, et on va revenir aussi sur cette question de la temporalité, donc avec Canopée et donc Marjorie Lefebvre, merci pour la diapo, qui est donc dirigeante et fondatrice de la structure et qui a initié finalement d'abord cette réflexion, cette préparation, et puis qui a entamé une transformation organisationnelle. Alors, ça va permettre d'un peu mieux comprendre ce qu'on met derrière ce mot-là, sachant qu'il n'y a pas une transformation organisationnelle, que là, Marie Gérard, pour le département, nous a beaucoup parlé d'équipe autonome. Mais voilà, avec Marjorie, on va pouvoir voir également peut-être d'autres leviers ou des leviers un peu complémentaires. Donc, vous avez imaginé, pensé cette transformation il y a déjà quelques années. Vous avez opérationnalisé pour Canopée en 2021 voilà, cette transformation de votre structure. Quelle forme ça prend aujourd'hui dans votre structure et puis quels moyens est-ce que vous déployez pour, alors j'allais dire, pour développer une autonomie réelle? Vous allez nous dire si c'est vraiment de ça dont il s'agit chez vous. Oui, bonjour. Je suis assez à l'écoute de ce qui s'est dit et dans le dernier webinaire et ici, ça va pouvoir alimenter le débat. Donc effectivement, c'est un schéma qui prend du temps parce qu'il doit être porté, et je reviens sur ce que disait Marie, il doit être porté par le dirigeant et qui doit lui-même, dirigeant une équipe dirigeante et qui doit lui-même transformer sa vision en fait du métier et aussi sa posture par rapport à ça. Moi, je suis revenue un petit peu du vocable équipe autonome. Parce que qu'est-ce qu'on dit derrière le mot autonomie? Qu'est-ce qu'on entend par le mot autonomie? Et puis surtout qu'on travaille dans l'autonomie. Donc, j'ai l'impression qu'on faisait aussi un petit peu de superposition. Et au regard de toutes les expériences qu'on a pu mettre en place, parce qu'effectivement, on est opérationnel globalement, totalement depuis 2021, mais c'est un processus qui dure depuis 5 ans. Et en fait, on est beaucoup plus sur des volontés de travail en collectif, c'est-à-dire faire émerger une intelligence collective. Parce qu'en fait, souvent, dans les équipes autonomes, ce que j'avais pu constater aussi, c'est qu'on peut se retrouver dans des îlots, en fait, d'équipes qui n'ont pas plus forcément conscience qu'elles appartiennent à un même groupe, à un même collectif. Et ça s'est vraiment accéléré en période Covid, et surtout en ce moment, avec beaucoup d'absentéisme lié à la propagation rapide du Covid, et on est obligé, pour pouvoir participer, pouvoir continuer de maintien à domicile, à faire ce qu'on appelle l'inter-équipe. Et si en fait les collaborateurs n'ont pas la sensation d'appartenir à un même groupe et à un même collectif, et si on n'a pas travaillé cette intelligence collective, en fait on est dans un écueil total en disant moi je comprends pas, je vais pas aller dans l'équipe d'à côté, on m'a dit que j'étais dans mon équipe. Et ça c'est vraiment important. Donc là, ça reprend un peu ce qui était dit dans le webinaire précédent, qui était en fait la relation, elle doit absolument reposer sur la confiance. Et la relation de confiance, elle ne peut s'instaurer qu'à partir du moment où on a travaillé un esprit collaboratif qui repose sur un sentiment de sécurité, sur un sentiment d'équité. Et après, derrière, la confiance se met en place. Et aussi parce que du coup, à un moment donné, l'équipe doit aussi appartenir à un cadre commun. Et ça, il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus. Et ensuite, ce qui est important à voir dans cette démarche, c'est que tout le monde ne peut pas être autonome comme on l'entend de la même façon. Et que parfois, en fait, pour certaines collaboratrices, et savoir quand même qu'on est sur un secteur d'activité où on a une double injonction, maintenir au domicile des personnes fragilisées et en même temps on nous demande d'intégrer au sur le travail des personnes éloignées de l'emploi depuis longtemps en imaginant que c'est un métier qui est donc un métier d'évidence, un métier de simplicité. Donc en fait, force est de constater qu'on ne peut pas demander la même autonomie à tout le monde. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est éloigné de l'emploi depuis des années d'avoir la même autonomie qu'une auxiliaire de vie qui est en place depuis 15 ans. Et ça, il faut vraiment faire attention. Et c'est l'esprit collaboratif et l'esprit d'équipe qui permet, en fait. C'est une équipe qui répond à une problématique. Ce n'est pas une succession d'individualités. Et ça, c'est vraiment important. Parce que sinon, on
on va se retrouver avec un turnover. Alors, j'entendais Marie qui parlait des turnovers aux alentours de 12%, c'est notre turnover à peu près actuel. Et si effectivement, on intègre des personnes qui ne sont pas prêtes à faire face et à ce métier qui est de grande difficulté et à ce métier qui travaille sur une organisation un peu différente de ce qu'on avait l'habitude d'envisager, c'est-à-dire qu'avec quelque chose de très descendant qui peut être parfois très rassurant, les gens repartent aussitôt. Il y a une frayeur par rapport à ça. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire et un peu sur cette autonomie réelle. Certaines équipes vont jusqu'à faire… Alors nous, on a mis à disposition des ordinateurs dans les agences. On est aussi en train de faire… Alors il y a aussi un gros transfert de compétences autour de la transfert de compétences technologiques, on y pense peu, mais l'autonomie… Si on va jusqu'au bout du bout, donc nous, on a mis en place des ordinateurs dans certaines agences ou des équipes, dans toutes les agences où les équipes viennent faire elles-mêmes leur planning. Donc, elles se sont appropriées le logiciel. On est en train de faire une transformation technologique où elles vont pouvoir directement le faire de leur téléphone. Et certaines équipes où c'est pas possible. Où c'est pas possible parce que voilà, et il faut pas s'arc-bouter. Chaque équipe a une autonomie qui lui est propre, liée aussi en fonction de sa maturité du travail collaboratif. Une équipe qui vient de se créer ne peut pas avoir la même maturité du travail collaboratif qu'une équipe qui fonctionne depuis 3 ans. Et ça, c'est faux. Voilà, l'autonomie réelle, qu'est-ce qu'on entend par l'autonomie réelle et qu'est-ce qu'on entend par… qu'est-ce qu'on attend aussi de ça? Est-ce qu'on attend que nos équipes soient des électrons libres dans les quartiers sans continuer d'avoir des relations fortes avec le groupe auquel elles appartiennent, avec l'écosystème auquel elles appartiennent? Voilà, ça c'est effectivement une question centrale sur cette autonomie réelle, qu'est-ce qu'on entend par là, et aussi comment est-ce qu'on l'adapte finalement à l'histoire de la structure, à l'histoire sur le territoire, à l'histoire aussi des personnes et puis à leurs souhaits en matière de projets professionnels. Effectivement, c'est tout à fait central et c'est aussi ce qu'on trouvait intéressant finalement dans votre structure, c'était ce niveau d'adaptation, une adaptabilité finalement très forte qui nécessite un travail aussi très important en matière d'encadrement, de management, d'adaptation aussi de sa propre position. Peut-être nous préciser, Marjorie, si c'est possible, en matière de qualité de vie au travail et de santé au travail directement, parce que c'est vrai que c'est souvent un postulat pour ces transformations organisationnelles. On va transformer, on va développer l'autonomie ou les collectifs, et ça ira mieux côté qualité de vie au travail. Et on voit que c'est pas toujours aussi simple. Vous, qu'est-ce que vous développez sur ces registres-là? Et quel lien vous faites avec ce changement d'organisation? En fait, le changement d'organisation a libéré la parole ou au-delà de la libération de la parole, puisqu'on a travaillé davantage en proximité, on est vraiment, comme on prend des décisions au consensus, voilà, ça ouvre davantage de choses. Et puis, cette libération de la parole a fait prendre conscience. C'est-à-dire qu'en fait, les collaborateurs ont pris conscience et qu'il y avait des choses et qu'on pouvait… Voilà, que c'était pas… obligé, excusez-moi, de souffrir tous les jours, si on n'était pas dans un métier de sacerdoce, etc. Et moi, en plus, c'est un de mes postulats importants. Et en fait, par rapport à ce que disait Émilie tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec elle sur les axes de conscience, donc d'appartenance à un groupe et qu'on n'est pas toute seule et qu'on peut faire face et que donc on a beaucoup développé des moments d'échange, etc. On forme énormément sur la gestion des émotions. Comme déjà, ne serait-ce qu'identifier mon émotion. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis dans la peur? Est-ce que je suis dans le rejet? On a un taux d'accident de travail lié à la manutention qui est très faible, puisqu'en fait, on a beaucoup travaillé depuis des années sur la mise en place de ce genre de process, puisqu'en fait, on a une équipe d'analyse des pratiques qui se rend au domicile, on forme les collaborateurs à la prévention, c'est-à-dire que dans chaque équipe, il y a quelqu'un qui est formé sur la prévention. Donc, en fait, la qualité de vie au travail, on va dire comme on peut l'imaginer sur la technique, elle travaille depuis des années, mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on travaille essentiellement, c'est autour de comment j'aborde telle personne, comment je peux parler de ce que je ressens, comment je sors de schémas traditionnellement de jugement de valeur, comment je gère un conflit. Et puis, donc, ça passe vraiment… ce que disait tout à l'heure, les prérogatives que renommait Émilie, on les a vraiment appliquées. La formation
La formation est vraiment nécessaire pour outiller les personnes, mais la formation dans un appartement pédagogique totalement aseptisé, pour moi, ça ne sert à rien. Donc, on a développé sur place, dans notre organisation, un centre de formation en fait, on a revisité totalement les modules de formation et de titres, en fait, de façon à ce que ce soit un transfert de compétences par les pairs, donc que ce soit les pairs aidants salariés de l'entreprise ou les pairs aidants autour des prises en charge. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont été importantes et surtout, en plus, ça valorise le collaborateur parce qu'il devient tuteur et formateur. Chez nous, il y a ces titres-là. Et puis, le transfert de compétences in vivo, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Là, je vois par exemple, on développe aussi des actions de formation sur la FEST. Par exemple, là, chez telle personne, mes deux collègues ils arrivent, la prestation se passe bien et quand c'est moi, ça se passe pas bien. Pourquoi? Donc, du coup, ceux qui réussissent à bien fonctionner sur cette prise en charge-là vont accompagner cette collaboratrice-là en analysant ses pratiques. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on développe. Mais surtout, ces temps d'échange et ces temps de partage qui initient énormément la dynamique sont vraiment nécessaires, en fait. Et je pense qu'en qualité de vie au travail, quand on peut poser ce qu'on pense, et quand on peut poser ce qu'on ressent et qu'on a le droit de le faire, c'est quelque chose qui apporte énormément pour tout le monde au quotidien. Et même pour nous, encadrants, puisqu'on est dans une relation d'égal à égal qui met beaucoup plus de confort dans nos missions. Merci beaucoup, Marjorie. On a évidemment envie d'en savoir un peu plus et de creuser, mais Cindy l'a dit, on est un peu contraint par le temps. Il y a un certain nombre de questions, donc on pourra revenir et peut-être revenir notamment sur à la fois on comprend bien les opportunités, mais peut-être les risques aussi, hein, et ça fait partie notamment des questions qui ont été repérées. Merci beaucoup en tout cas, Marjorie, on vous remobilisera pour les questions. Merci. Cindy, je te laisse la main. Oui, merci Perrine. Alors, pour clôturer les témoignages et avant d'enchaîner sur les questions, nous accueillons Laurence Samin, qui est ergonome au sein du service de santé au travail du territoire de l'Aisne. Bonjour Madame Samin. Bonjour Cindy, bonjour à tous. Alors justement, de votre côté, vous avez mené une étude comparative sur les questions de santé au travail, et vous avez comparé des équipes autonomes, des équipes organisées de manière plus classique dans une structure de l'Aisne. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelle était l'origine de cette étude et de quelle manière elle s'est mise en place? Donc, c'est un travail qui a été engagé dans le cadre du PRST3 en partenariat avec la CARSAT. Nous avons donc réalisé une étude comparative auprès de l'association Eden, située dans l'Aisne, qui souhaitait être accompagnée dans sa démarche de transformation de son organisation du travail par la mise en place d'équipes autonomes avec une direction qui souhaitait identifier les potentiels dysfonctionnements, évaluer les bénéfices, risques liés à la mise en place des équipes autonomes. Donc, l'intervention s'est déroulée de mai à septembre 2019. Eden avait déjà mis en place 5 équipes autonomes. La démarche ergonomique réalisée a été basée sur la base de 31 entretiens individuels, à la fois sur les équipes autonomes et non autonomes, auprès de volontaires, afin d'évoquer le vécu au travail, le ressenti des salariés sur leur travail, la passation de questionnaires santé, sur les risques physiques, le questionnaire de Karasek pour mesurer le stress professionnel et le questionnaire Sigrist également. Et alors, qu'en avez-vous tiré en termes d'enseignement? Un travail qui privilégie l'autonomie, ce que disent aussi les scientifiques, les marges de manœuvre, la confiance, les relations dans le travail qui permettent de parler du travail, de la possibilité de bien faire son travail est plus enrichissant, plus apprenant, moins sollicitant physiquement et psychiquement qu'un travail réalisé dans un environnement de méfiance, de contrôle. L'étude, la comparative, a objectivé que la mise en place des équipes autonomes améliore la santé physique et psychique. Quelques exemples, la charge de travail qui est jugée satisfaisante auprès des équipes autonomes, avec une baisse de la fréquentation des changements de planning, moins de déplacements en équipe autonome,
plus de reconnaissance et plus de soutien au travail, plus de latitude décisionnelle, de marge de manœuvre, une diminution des difficultés physiques et des gênes liées au travail, moins de postures contraignantes, moins de charges lourdes, moins de stations debout prolongées et de déplacements longs, une meilleure santé physique, peu de douleurs physiques contrairement aux équipes non autonomes, une bonne qualité de vie au travail, une meilleure conciliation de vie personnelle et professionnelle. Ensuite, un sentiment de développer plus de compétences professionnelles. Et puis, bien sûr, une communication beaucoup plus importante. La gestion des problématiques qui se gèrent au sein des équipes, lors des réunions hebdomadaires et avec les responsables plus proches du terrain. Et puis, beaucoup de régulation aussi avec l'application WhatsApp. Les auxiliaires ne passent plus par leurs responsables pour gérer les plannings, mais elles passent vraiment, c'est vraiment par leurs collègues. On parle du travail, on parle des difficultés du travail, mais aussi ce qui va bien. Elles s'échangent beaucoup de messages au quotidien sur l'application WhatsApp et aussi sur les remplacements, sur les bénéficiaires. Voilà ce qui renforce le groupe, le sentiment d'appartenance, ce qui engendre, elle parle de confiance au travail et la possibilité de bien faire son travail. Alors, globalement, voilà, 100% des salariés des équipes autonomes sont satisfaites de ce changement organisationnel. Alors, des résultats effectivement significatifs. Je crois que vous avez été en contact récemment avec la structure et avec un peu de recul, quel bilan fait la structure sur la mise en place de cette nouvelle organisation? Oui, donc je voudrais quand même revenir avec tout ça. Il y a des limites. Cependant, les limites, le sentiment d'être débordé lors des changements liés aux arrêts de travail ou aux congés avec un faible taux de remplacement, donc beaucoup de dépassements d'heures, les indisponibilités qui ne sont pas toujours respectées, pas de déconnexion hors du travail avec une forte dépendance liée à l'outil. Le médecin du travail me disait, mais même pendant les visites médicales, voilà, elles sont avec leur application à regarder, voilà quel est le message qui est donné. Voilà, certaines n'arrivent pas à se déconnecter, à se détacher du travail, ce qui peut porter atteinte à la santé et à la sphère privée. Alors oui, effectivement, j'ai rencontré le responsable de la structure. Les indicateurs absentéisme, turnover sont excellents. Fin 2019, Eden a constaté que l'absentéisme était divisé par 3, qu'il n'y a pas eu de turnover sur l'équipe expérimentale depuis le début de l'année 2019. Par contre, à ce jour, Eden est confrontée à une grosse problématique qui est l'accidentologie. Elle est confrontée aussi à des gros problèmes de recrutement. Il leur manque 20 à 25 postes avec aucun candidat, alors qu'une valorisation des salaires a eu lieu entre 20 et 25%. Eden qui s'interroge toujours, est-ce que cette forme d'organisation du travail bénéfique pour les salariés ferait en sorte qu'ils s'investissent peut-être trop ou qui résisterait mieux aux exigences du travail. Donc voilà. En ce qui concerne j'ai aussi interrogé le médecin du travail qui me fait un retour que malgré l'organisation du travail en équipe autonome, ces indicateurs relatifs à la santé en termes de restriction d'aptitude, d'inaptitude, restent stables. Ils ne se sont ni améliorés ni dégradés. Et voilà, au dire des salariés, ce mode d'organisation, certes, facilite bien les choses, mais ça ne résout pas tout. Il existe, entre autres, ce sous-effectif qui fait que tout le monde travaille beaucoup et beaucoup plus d'heures que prévu. Voilà, donc des résultats significatifs, des questions encore qui subsistent sur cette question-là, des accidents professionnels, des accidents de travail, pardon. Et donc voilà, une vigilance dans le temps, en tout cas, à suivre les évolutions et à suivre les impacts de ces nouvelles organisations. Des limites aussi, vous les avez évoquées. Selon vous, Madame Samin, quand on s'oriente vers ce type d'organisation, quelles sont les conditions à réunir pour quand même anticiper et s'assurer qu'on va bien tirer ce type de bénéfices? Déjà, je dirais une forte volonté de la direction avec, d'ailleurs, Eden, Monsieur Villa a nommé son projet Rêve Évolution. Ça veut vraiment beaucoup dire.
convaincue que ce modèle d'organisation rendra le travail plus fiable en termes de santé, de qualité de vie au travail, tout en répondant aux exigences du travail. L'objectif de la direction est de rendre vraiment le travail plus attractif et en conséquence de réduire les coûts liés à l'absentéisme, comme on disait tout à l'heure, et au turnover. Un exemple rapidement, on a vu dans l'étude l'organigramme circulaire qui est arrivé avec au centre le bénéficiaire, les auxiliaires qui gravitent autour, qui a remplacé l'organigramme hiérarchique. Je dirais aussi qu'une condition, c'est d'accepter de perdre du temps en réunion. Eden a passé beaucoup de temps à la mise en place de ces équipes autonomes, beaucoup de temps en formation, en accompagnement, en communication. C'est aussi partir des besoins des professionnels. Les professionnels adorent leur travail, elles aiment leur travail, elles veulent bien faire leur travail. Donc, vraiment les écouter. La vision de confiance dans les équipes au bénéfice donc des bénéficiaires. Il y a eu aussi, je crois, la création d'un poste d'ergothérapeute et de coordinatrice de parcours qui sont des ressources au quotidien pour les équipes. Et puis voilà, une direction qui croit en son projet, qui s'interroge toujours et qui souhaite être encore accompagnée aujourd'hui, puisque voilà, récemment, M. Villa me fait part qu'ils vont être accompagnés par le CNAM sous la supervision d'Yves Clos, voilà, qui est une bonne chose. Merci, Madame Samin, pour ce témoignage. Perrine, quelques questions, oui. Alors dans un temps effectivement très réduit. Dans un temps record, quelques questions, ça veut dire que je les sélectionne. Hein, donc voilà, pardon pour celles auxquelles on n'arrive pas à répondre. On a déjà pas mal parlé de la temporalité, effectivement, de ces changements organisationnels. C'est revenu à plusieurs reprises. Peut-être en lien avec cette temporalité, au-delà de la temporalité pour mener collectivement les changements, il y avait une question autour de l'intégration de ces expérimentations de manière plus durable dans le financement des structures. Donc peut-être adressé un peu plus au département, mais ça n'empêche d'avoir l'avis des uns et des autres. Et puis dans le même registre, il y avait une question au-delà des structures qui ont été financées par l'appel à projet. Est-ce que finalement, ce qu'on est en train de se dire ne suppose pas de revoir un peu plus profondément cette question des financements, parce que notamment avec les appels à projets, c'est sur une durée forcément limitée pour mener le changement à bien. Marie, est-ce que vous sentez d'apporter un élément sur ça? Sur la question de la temporalité et des budgets, nous, on s'est fixé sur le premier appel à projet, en fait, une temporalité de soutien sur 18 mois. Après, on est aussi sur un levier. La question aussi, c'est de donner une impulsion à la démarche, de voir après comment les structures se l'approprient, comment elles-mêmes, elles recherchent aussi des financements propres pour, voilà, s'il y a besoin de formation complémentaire. Et après, la question aussi sur la temporalité. Enfin, voilà, nous, on a mis 18 mois. Après, c'est un coup de pouce. Les structures, elles continuent en fait à fonctionner à la suite là sur le prochain appel à projet, c'est 1 an. Donc après, on donne le coup de pouce et après les structures, continuent de s'approprier la démarche sur le temps qui reste. Donc ça, c'est aussi une question d'appropriation. Et nous, on n'est pas, on va pas être fermé forcément sur une structure qui va nous dire, moi, je vais faire ma transformation organisationnelle sur 3 ans. Bah oui, ça nous semble logique. Nous, on apporte le coup de pouce financier au départ, quoi. Je peux me permettre? Oui, bien sûr, allez-y, Marjo. Je pense qu'il n'y a pas, ce que disait Laurence tout à l'heure, c'est que la vision va évoluer en fonction de comment le marché évolue, comment l'entreprise évolue, comment la demande évolue. Et en fait, la temporalité, elle n'existe pas. En fait, c'est comme dans un couple. En fait, il faut en permanence repenser le collaboratif, le travailler ensemble, les choses. Et en fonction des maturités des équipes, en plus, elles nous apportent d'autres demandes, elles attendent d'autres choses. Nous, là, on a fait de l'entrepreneuriat, on a lancé un transport en véhicule PMR parce que c'est venu des collaborateurs. Donc, il n'y a vraiment pas, je pense qu'il ne faut pas se fixer. C'est un projet, ça ne devient plus un projet, ça devient un mode totalement de fonctionnement qui est partie entièrement de l'entreprise. Par contre, qui est intégré.
qui est totalement intégré et qui fait partie de son évolution. C'est un mode, en fait, on change de paradigme, donc en fait, l'entreprise modifie son ADN, en fait. Et donc, du coup, ça ne devient plus un projet, ça devient important de revisiter la vision ensemble. Par contre, ça, c'est clair, ensemble. Juste un dernier point qui est important aussi à dire, c'est par rapport au temps passé. Et il faut effectivement passer beaucoup de temps, il faut que les équipes aient du temps à échanger. Nous, on a quand même doublé les heures de non facturables, qu'on dit non facturables en notre analyse financière, entre un modèle traditionnel descendant et le modèle actuel. Donc ça, il faut en avoir conscience. Ouais. Et c'est absolument pas une organisation dans laquelle il faut aller dans une vision de maîtrise budgétaire. On est vraiment plutôt dans une vision de comment une équipe qui est capable de prendre soin d'elle-même peut aller au domicile de personnes qui ont besoin de gens qui prennent soin d'eux. Voilà. Et là, donc, on est sur l'amélioration de sens et de compétences on va être vraiment plus prégnant dans nos prises en charge, mais absolument pas en se disant on va faire sauter des échelles de management, donc forcément, ça va coûter moins cher. Ce n'est pas vrai. C'est clair. Merci beaucoup pour cette précision très, très importante. Peut-être juste vous préciser, je ne sais pas, merci. Merci. Peut-être juste pour conclure, vous dire que vous allez retrouver, je pense, Delphine, si tu peux mettre ça au niveau des questions du chat, le lien vers une vidéo qui permet aussi d'échanger, en tout cas d'avoir le témoignage de structures qui ont transformé leur organisation, alors pas forcément autour de ces équipes autonomes, mais qui ont transformé leur organisation et qui ont profité de ces transformations pour aussi développer la qualité de vie au travail. Et nous, ça nous semblait être intéressant aussi de raccrocher très concrètement ces transformations organisationnelles à ce sujet de la qualité de vie au travail. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la conclusion parce qu'on est déjà en retard. Peut-être juste vous dire qu'il nous reste un webinaire d'ici quelques minutes autour des enjeux et des initiatives, autour du développement des compétences, que si vous vous êtes inscrit, vous pouvez y avoir accès en cliquant sur ce nouveau lien. Et puis terminer par évidemment remercier tous ceux qui ont accepté de témoigner pour ce webinaire. Merci à tous, c'était vraiment intéressant et j'espère que du côté des participants, ils auront eu la même impression très complémentaire. Donc voilà, merci à tous, à la fois aux personnes qui ont témoigné et puis à tous les partenaires de cette journée. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.